Merci Fabienne pour cet exercice qui n'était pas facile. Bravo. Je vais demander à nos trois intervenants de la table ronde de s'installer tout de suite, parce que là on a un petit peu décalé. Donc Marc-André, Madame Ozlou et puis Dominique. Bien, des commentaires? Le discours que j'entendais sur le lait cru, c'était négatif. C'était les pathogènes, les pathogènes, les pathogènes. Ce qui est une réalité, je ne nie pas. Mais on n'avait pas de discours positif sur pourquoi on mange du lait cru. Mes grands-parents faisaient du fromage au lait cru. J'étais petit dans les années 60, et je me rappelle quand on rentrait sur Paris avec les fromages du grand-père, il y avait des fois, c'était solide, quoi. Mais je suis toujours là. Donc, on avait besoin d'un document positif sur les bienfaits du lait cru. On l'a, on peut argumenter, on peut expliquer. Alors, ce n'est pas spécifique au lait cru, mais sur l'histoire du lactose, combien de fois sur les marchés, mes fromagers et moi-même, j'entends « Ah non, je ne mange pas du fromage au lait de vache parce qu'il y a du lactose, je mange que du fromage au lait de chèvre. » Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Donc maintenant, on a un bouquin, un document qui va nous expliquer ça. Sur les allergies, c'est pareil. Donc, je pense qu'on devrait se réjouir aujourd'hui d'avoir ce document que l'on peut diffuser, on peut argumenter pour expliquer que tout ce que vous avez dit, je vous rejoins, il n'y a pas de souci, mais au moins, soyons heureux aujourd'hui. Voilà. Est-ce que le boucher, quand il vend sa viande, parle des risques de la viande? Ou est-ce que quand vous achetez une voiture, est-ce qu'on vous parle des accidents de voiture sur la route qui sont évidemment beaucoup plus... Il y a plus de morts sur la route qu'en mangeant des fromages au lait cru. Le sujet, le lieu où on est, c'était cette balance bénéfice-risque. C'est le sujet qu'on a voulu aborder, avoir des éléments un petit peu objectifs. Donc on part de ça. Donc c'est normal qu'on parle de microbes, des pathogènes comme les autres. Il y a beaucoup de gens qui ont du talent pour exprimer tout le bonheur que leur apporte le lait cru. C'est un autre exercice. Mais ce n'est pas l'exercice aujourd'hui, ce n'est pas l'exercice de ce lieu. Mais je crois que dans le livre blanc, donc les aspects du risque infectieux, etc., sont effectivement pris en compte, puisque c'était les bénéfices, mais aussi les risques. Mais il y a aussi beaucoup de chiffres et qui remettent en perspective les quelques cas, parce que c'est vrai que c'est plutôt quelques cas, c'est pas des milliers de cas, c'est vraiment relativement confidentiel, en tout cas au plan français, dans des pays où il y a des contrôles stricts, et on met en parallèle des pathologies qui, elles, sont extrêmement fréquentes et qui sont en augmentation. Donc, je dirais que dans ce document, on peut aussi avoir les éléments qui permettent de relativiser les choses. Effectivement, je pense qu'on était parti dans l'idée de faire bénéfices et risques. Après, on peut décider de ne communiquer que sur les bénéfices, puisque les risques sont bien assez communiqués comme ça. Mais oui, dans l'objectif de ce livre blanc, c'était ça, mais n'oublions pas que le livre blanc donne des éléments chiffrés, entre autres, et des références bibliographiques sérieuses sur les poids spécifiques des bénéfices et des risques. Excusez-moi, je reviens sur une chose. Ce que je ressens, en fait, c'est que là, il y a une grosse confusion, parce qu'on a deux sujets en même temps. Il y a d'un côté le livre blanc, qui est la partie scientifique, qui est la partie du travail de fond, toutes les racines du sujet, et le sujet de la communication grand public que nous, on voudrait relier. Alors, en tout cas, je voudrais relier, je ne sais pas, je ne veux pas parler au nom de tout le monde, mais il est évident que sur le livre blanc, c'est ce que tu disais Arnaud, c'est bien les bénéfices et les risques, et là, vous devez de tout explorer, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à faire évoluer la vision scientifique des choses. Après, c'est là où je dis qu'il y a une grande confusion. Par contre, je ne sais pas si au niveau du
du discours grand public qu'on va relayer dans nos boutiques, on a besoin de relayer, je te rejoins là-dessus, on a besoin de relayer à tout prix les risques, parce que ça fait, alors là, ça crée pas une confusion, ça crée une annulation complète de toute l'annonce des bénéfices. Et j'ai l'impression que là, il y a deux discussions parallèles. Mais par contre, sur le livre blanc, pour moi, il n'y a pas de doute. Le livre blanc, lui, il se doit d'être absolument complet. La page qui nous choque tous, c'est la dernière page. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Mais on ne va pas t'arracher les pages. Si on a c'est pas le lot en entier, hein, vous n'êtes pas obligé. Oui, elles sont indépendantes, mais moi j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on ait un petit fascicule à donner aux gens. Ouais. Et s'il y a cette dernière page, moi j'avoue que ça me gêne un poil, mais enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Moi je vous propose, on a un groupe éléments de langage dont sont issues ces affiches, donc moi je vous invite instamment à nous rejoindre, à vous relever les manches et puis à nous aider à améliorer tout ça, hein. Vraiment. Hein. Je prends les noms à la fin. Hein. J'avais une question par rapport à la minimisation des risques. On l'a évoqué un tout petit peu, mais c'est vrai que la filière, on a quand même fait de gros efforts. Il y a l'analytique, c'est une chose, mais il y a aussi ce qui a été évoqué, guide des bonnes pratiques d'hygiène, ça. Nous, en fermier, je veux dire, il y a eu un boulot énorme de fait quand même là-dessus. Et nos producteurs qui l'utilisent, ça sert tous les jours et ça contribue à améliorer la qualité sanitaire, il n'y a aucun doute. À titre personnel, quand ma salariée l'a fait, quand elle est revenue, elle me dit « Ah ouais, je ne pensais pas quand même qu'il y avait un risque comme ça pour le consommateur. » Du coup, ça fait prendre conscience et c'est très important. En fait, on est héritier de ce qu'on a vu voir comme une science pasteurienne, et qui est rien moins que pasteurienne. Je rappelle que Pasteur devient microbiologiste quand on lui pose une question qui paraît être une question de chimie, et il découvre qu'en fait, ce qui fait de l'alcool ou de l'acide acétique quand ça merde, c'est des microbes, et donc il devient microbiologiste, Pasteur. C'est le moment où il est vraiment génial, c'est qu'il est capable de transcender une question chimique en une question vivante, alors qu'il est chimiste à la base. Bon. Et il dit plutôt dans un compte-rendu de l'Académie des sciences, dont on a finalement que le verbatim, parce que c'est une discussion qui est retranscrite après une séance de 1985. Il dit que souvent dans nos causeries de laboratoire, depuis bien des années, j'ai parlé aux jeunes savants qui m'entouraient de l'intérêt qu'il y aurait à nourrir un jeune animal, lapin, cobaye, chien, poulet, dès sa naissance, avec des matières nutritives pures. Par cette dernière expression, j'entends désigner des produits alimentaires qu'on priverait artificiellement et complètement des microbes communs. Sans vouloir rien affirmer, je ne cache pas que j'entreprendrais cette étude, si j'en avais le temps, avec la pensée préconçue que la vie, dans ces conditions, deviendrait impossible. Donc en fait, on a réalisé la moitié du programme de Pasteur. On a foutu en l'air les chieurs, et on ne veut pas qu'ils reviennent, c'est clair. Mais il reste l'autre moitié, désolé, c'est qu'effectivement on est bâti sur des microbes. Et nous sommes doublement bâtis sur des microbes, c'est vraiment important. Nous sommes bâtis sur des microbes biologiquement, puisque notre microbiote participe à toutes nos fonctions. Toutes nos fonctions, ça a été très bien évoqué en début d'après-midi. Mais au-delà du microbiote propre à chacun d'entre nous, et dont j'entendais dire de façon amusante cet après-midi qu'on est différenciable par notre microbiote. Si on était des Yanomami, ce que dirait notre microbiote, c'est à quelle tribu on appartient, mais pas qui on est dans la tribu. Hein. Ça, c'est parce qu'on a tellement peu de microbes qui arrivent à nous que finalement, on finit par différer les uns des autres par des microbes. Ce n'est pas du tout ce qui était le cas dans les situations d'hygiène d'origine, auxquelles je n'entends pas qu'on revienne. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si on est différenciable les uns des autres par nos microbes, c'est que justement, on est devenu des citadelles qu'ils n'atteignent plus. Donc, on a un microbiote biologique dont on s'occupe très peu, et on connaît qu'on a un microbiote culturel. C'est l'ensemble des microbes recrutés dans des pratiques qui peuvent être des pratiques genre rouissage du manioc ou autre, ou méthanogénèse, mais aussi dans la fabrication des aliments. Et aujourd'hui, il faut reprendre possession de tout ça. Le truc qui est intéressant, c'est qu'en réalité, ces deux microbiotes ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Ils sont profondément dépendants. Et en particulier, l'enjeu, c'est de bien comprendre que par rapport à notre microbiote interne, bon, bien sûr, il y a le geste qu'il ne faut pas faire. J'évoquais tout à l'heure le fait des émulsifiants, des conservateurs, des choses comme ça, qui, bien plus que les antibiotiques, en fait, posent problème, et des résidus de pesticides, devrais-je dire, qui posent des problèmes à notre microbiote. Bon, mais il y a aussi les gestes positifs, c'est la façon dont le microbiote externe culturel, les microbiotes des aliments fermentés, peuvent venir au secours de notre microbiote biologique. Il y a deux effets qui ont été mentionnés dans une diapositive qui passait tout à l'heure, qui paraissent assez évidents. Quand on mange des aliments fermentés, ils peuvent être à la fois
une ressource pour nos microbes et soutenir la présence des microbes qu'on a à l'intérieur du tube digestif. Bon, voilà, ça c'est l'effet prébiotique. Nos aliments peuvent être source d'inoculation d'un certain nombre de microbes. Alors ça, à ma connaissance, ce n'est montré que dans la période de recrutement du microbiote, ça devient assez marginal par la suite. L'effet probiotique, donc, celui où le microbe qu'on ingère devient un résident, il existe, évidemment, de toute façon, ils viennent bien de quelque part, ces microbes qui nous colonisent à un moment, mais je ne suis pas convaincu, moi, que la règle du jeu dans un tas de choucroute ou dans un fromage de chèvre soit la même que dans le tube digestif. Donc, il ne faut pas penser à ça. Il faut penser à l'effet que moi j'appelle parabiotique et qui est un effet extrêmement important, qui a bien été décrit par Dushko Ehrlich sur le yaourt et qui depuis a été repris de nombreuses fois dans d'autres publications, notamment dans Cell, où le passage de ce microbiote alimentaire va bousculer en quelque sorte le microbiote résistant. Non pas que ces microbes qui arrivent s'installent, mais ils changent le fonctionnement du microbiote et justement ils le changent en bien, notamment production de butyrate, qui est un régulateur du système immunitaire, un stimulateur de la motilité du tube digestif et notamment une source d'énergie en fait pour les cellules intestinales et puis qui a aussi des effets sur l'humeur. Bref, en réalité ici on a quelque chose qui va enclencher notamment un fonctionnement du système immunitaire vers un fonctionnement moins pro-inflammatoire et on sait très bien que les états pro-inflammatoires font partie des choses qui poussent vers l'apparition de mutations, donc de cancer. C'est vraiment très important parce que ça veut dire que cet effet parabiotique, c'est le cœur de ce dont on discute, c'est retrouver une alimentation qui guide notre microbiote dans une direction qui lui permet de fonctionner bien. Il y a aussi les effets prébiotiques et probiotiques, mais il faut vraiment que maintenant on utilise nos connaissances sur le vivant pour agir mieux sur notre alimentation. On pourrait dire la même chose de l'agriculture, de l'élevage et d'un certain nombre d'autres choses, mais c'est vrai qu'il faut aujourd'hui voir ça comme un outil, et cet outil qui est posé sur la table, cet outil microbien, la deuxième prophétie de Pasteur, en fait, eh bien, on tarde à l'entreprendre parce qu'effectivement, quand on joue avec des microbes, il y a des risques, et des risques de mort aiguë. Mais je l'ai dit tout à l'heure, comment fait-on la balance, et on revient au coût-bénéfice, entre des vies atrophiées dans leur durée et leur qualité, comment est-ce qu'on les compte en face d'une mort tous les... J'avais fait un calcul à partir d'un papier du réseau des pédiatres néphrologues français, et j'arrivais à 3 décès tous les 2 ans sur l'ensemble des enfants français, pour l'ensemble des aliments. Pour l'ensemble des aliments, donc la part de ça pour le fromage au lait cru, vu qu'on a vu que c'était combien de pourcents ? 3%. Donc ça veut dire que lié directement au lait cru, il faut attendre 10 ans pour avoir un nouveau décès au moins. Bon, ça ne veut pas dire que ce décès n'est pas horrible pour les parents, c'est un autre débat, mais c'est vrai que personne ne penserait à priver ses enfants d'un voyage à la mer, pour le coup, en voiture, parce que le risque d'accident de la route est, pour le coup, infiniment plus élevé. Madame Savary, Oslo. Donc vous êtes nutritionniste. Oui, donc moi c'est vrai que je regarde les choses d'une manière un peu différente, puisque moi je vois, j'entends beaucoup parler de microbes au sein de l'aliment, donc on est bien d'accord. C'est pas tellement mon domaine de prédilection finalement, puisque moi ce qui m'intéresse c'est le produit globalement. Et puis, ce que ça implique aussi au sein de la diète, parce qu'en fait, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé depuis le début de la journée. Et bon, il y a tout ce qui compose l'aliment, mais il y a aussi l'effet matrice. C'est-à-dire que quand on prend un fromage, en fait, au sens large, au lait cru aussi, c'est aussi un aliment qui a une forme et une structure qui lui est propre et qui est différent du lait, par exemple. Et que ça, en termes métaboliques, physiologiques et impact sur la santé, c'est très différent d'un verre de lait classique. Et donc, moi, ce qui me concerne, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les personnes âgées, puisque c'est mon objet de recherche. Et en fait, moi, là où je vois des choses évoluer beaucoup tout de suite, et ça, là je m'intéresse, alors on parlait des populations fragiles et on a beaucoup discuté de la question microbiologique. Alors,
on va parvenir sur la question du lait cru et toutes les problématiques associées. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fromage, chez ces populations fragiles, et notamment qui ont des besoins spécifiques, le fromage, c'est un produit qui est, comme le disait tout à l'heure Sylvie, pardon, c'est que c'est vraiment un produit qui, nutritionnellement parlant, est top. Et qu'à ce titre-là, notamment chez les personnes âgées, par exemple, un fromage au sens large, c'est un moyen de subvenir aux besoins protéiques de manière très importante, surtout chez des personnes qui mangent peu et qui ont des apports protéiques diminués par rapport à leurs besoins. Alors c'est vrai que sur tout le reste de la population, les apports protéiques sont en général bien couverts, hein, mais chez les enfants, les adolescents et chez les personnes âgées, ça peut poser souci. Et les fromages en particulier jouent un rôle majeur. Alors c'est vrai que pour le coup, les fromages au lait cru, c'est... En fait, moi, ce que je trouve formidable dans tous ces produits, c'est qu'en fait, ça offre une diversité telle... que quelque part, je sais que la filière a des difficultés, et encore une fois, moi je ne suis pas dans mon domaine de compétences, mais c'est vrai que, bon, franchement, quand on va dans un rayon de supermarché, on s'ennuie, quoi, pour pas dire on s'en... Enfin, voilà. Quand on va chez un fromager, là, franchement, c'est l'éclate, et d'avoir la possibilité d'avoir tout ce choix de produits et toute la capacité de pouvoir avoir toute cette variété de produits qui fait la vie plus belle en termes de nutrition, c'est ça aussi qui peut faire que des gens puissent aller sur ce type de produits spécifiques pour se faire plaisir et couvrir leurs besoins, surtout quand ils ont des besoins particuliers. Donc, bon, sans oublier effectivement, malheureusement, les risques qui peuvent leur être associés. Mais de ce fait-là, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir. Si la filière veut réellement être sur les fromages au lait cru, veut réellement avoir un vrai impact, à mon sens, c'est qu'il faut arriver effectivement à prouver dans quelle mesure un fromage au lait cru, il vaut mieux qu'un fromage qui n'est pas au lait cru. Et là, actuellement, en termes de bibliographie, et ça s'est bien vu au niveau du livre blanc, pour le coup, je ne parle pas pour les aspects qui concernent les aspects microbiaux, on en a bien discuté jusqu'ici, mais sur les aspects sur les effets long terme dont on parlait tout à l'heure, là, je pense que c'est beaucoup plus difficile à mettre en évidence parce qu'on est sur de la prévention. Et que, en fait, comme toujours, la prévention, quand ça marche, c'est le non-événement. Donc, c'est-à-dire que quand ça marche, c'est qu'il ne s'est rien passé. Donc forcément, c'est très difficile de communiquer là-dessus. Quand vous avez été bon dans votre politique de prévention, il ne s'est rien passé. Donc c'est là où il faut arriver à objectiver. Donc comme je le disais tout à l'heure, soit par des études, enfin là moi c'est la scientifique qui parle, il y a peut-être d'autres choses, mais soit par des études interventionnelles dans lesquelles on cale bien des produits fermentés, les crus versus d'autres types de produits, et puis ou alors d'être bien meilleur sur la caractérisation dans les études d'observation des produits laitiers divers, dans toute leur grande variété. Alors, si c'est un programme européen, moi je vote pour je sais pas moi, la Lituanie, et je fais pas la France parce que là, franchement, en termes d'analyse de données, ça va être coton. Mais je pense que ça serait intéressant d'arriver à objectiver ça parce que je pense qu'il y aurait des surprises particulièrement intéressantes dans le domaine. En fait, il faut faire un pasture multipathologie. C'est ça. En quelque sorte, oui. On commence quand? En fait, alors là, il y a Christophe qui est là-bas au fond. On est dans le cost pimento qui est sur les produits fermentés. Ça peut faire partie des questions qui remontent comme topic au niveau européen, par exemple. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christophe. C'est clair que ça fait partie des sujets d'intérêt. Alors après, au niveau européen, ils ne sont pas tous d'accord avec les produits fermentés, enfin les produits lait crus, par exemple. Bon, ça fait débat, mais je pense qu'il y a un certain nombre de pays qui seraient d'accord pour nous suivre sur ces questions. Tu veux en dire plus sur Pimento? Peut-être deux points pour aller dans le sens d'Isabelle. La fermentation est à la mode, pour le coup, à l'échelle européenne, ça on le voit, c'est extrêmement fort. Ce qui inclut forcément nos produits, nous, laitiers dérives fermentés. Donc
La taille des projets européens est à dimensionnement de quelques millions qu'on a parlé ce matin. Typiquement, les projets peuvent aller de 10 à 15 millions d'euros. Donc, ça veut dire quand même des projets qui sont relativement massifs. Je pense pas qu'on aura un seul et unique projet autour du fromage, parce que ça serait le rêve, mais je pense pas que ça soit probablement possible. Mais un tiers de ce projet-là, dédié au fromage, je pense que ça a du sens. À nous de le porter, à nous d'aller le chercher. Pardon. Les topics se construisent maintenant, on sait qu'on est bien positionné par rapport à ça. Je pense qu'on peut avoir des alliés, et si on rentre par le diversité microbienne, je pense qu'on peut avoir beaucoup plus d'alliés, voilà, que simplement rentrer par le fromage de lait cru, qui est notre culture, la culture italienne ou suisse, mais qui va bien au-delà en fait. Cette notion de microbe et de fermentation. Donc après c'est de la politique, c'est à travailler à l'Europe, à travailler avec la Commission européenne, mais on est plutôt bien placé. Et comme je vous l'ai dit, la fermentation est vraiment un acteur clé, hein, voilà, pour le coup du futur de l'Europe, en termes de durabilité, en termes de développement de produits. Juste un dernier point avant de finir. Je voudrais revenir sur le fait, à mon avis, opposer les différents types de fromages. Alors, je ne parle pas de la vache qui rit, mais opposer les différents types de fromages, je pense qu'il faut faire gaffe dans la mesure où actuellement, moi je vois arriver quand même très très rapidement les grosses vagues végétaliennes. Et là, en fait, c'est pas que la filière lait cru qui est dans le collimateur pour le coup, et je pense que là, tout le monde doit être bien conscient qu'il y a une tendance forte dans ces domaines-là, et qu'effectivement tous les produits à base de lait animal au sens large méritent d'être défendus à la fois pour une question de diversité alimentaire, mais aussi pour des questions de fourniture des besoins, notamment pour un certain nombre de populations pour lesquelles passer au végétalien seul peut poser des problèmes extrêmes. Bon, il y a le calcium, il y a les protéines, il y a les vitamines B12 ou autres. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui peuvent poser problème pour certaines populations. Donc, je pense qu'il y a une thématique beaucoup plus large sur la question. Peut-être aussi qu'il faut voir une chose, on dit qu'il ne faut pas opposer les modèles, mais en réalité, il y a derrière l'histoire des fromages au lait cru deux problèmes bien distincts. Il y a ce fromage multicontaminé et la discussion de savoir si cette multicontamination est bonne ou mauvaise, mais il y a aussi en face cette idée que, en stérilisant d'abord, puis ensuite en choisissant ce qu'on inocule, mais évidemment c'est peu divers, hein, on va gérer mieux. Alors, la contamination Lactalis sur les laits pour enfants, hein, vous l'avez peut-être entendu en 2017, en réalité on sait maintenant que c'est la même souche que celle qui avait contaminé l'usine en 2005, alors qu'elle n'était pas du tout une usine Lactalis. Vous imaginez le nombre de litres d'acide et de base qui sont passés dans les tuyaux et sur les surfaces entre 2005 et 2012. Je pense que ça se chiffre en dizaines de camions-citernes, mais ça n'a pas suffi à tuer ce truc-là. Et donc, une chose qu'il faudra par contre nous tuer, c'est cette idée que l'oligospécifique, le truc avec les espèces contrôlées, parce que ces espèces, elles remplissent les quelques fonctions qu'on connaît, mais on ne connaît pas les autres, donc on n'est pas sûr qu'elles les remplissent, ça ne marche pas. Par parenthèse, ça me rappelle un truc, ça. Ça me rappelle que des champs dans lesquels il n'y a qu'un seul génotype, ça ne marche pas, qu'il y a intérêt à mettre plusieurs génotypes dans le champ pour que les maladies se propagent moins bien, voire même plusieurs cultures différentes, voire des fois des haies. Bah oui, la biodiversité, c'est un outil. Et ça, il y a là ici un alignement finalement entre la question agricole et la question fermentaire, qui est qu'il faut réintroduire la biodiversité comme un outil. Et ça s'appelle, alors on ne le dit pas pour les fermentations, mais pour l'agriculture, on dit c'est des solutions basées sur la nature. Mais c'est ça la seconde prophétie de Pasteur. C'est qu'il y a des fonctions derrière ces microbes et que quand on réduit le nombre de microbes que ce soit dans un tube digestif ou dans un fromage, on ne remplit plus toutes les fonctions. Et dont les fonctions sur notre microbiote en particulier, mais pas que. Bon. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il y a un facteur limitant qu'on n'a pas évoqué. Une fois qu'on a dit qu'il y avait deux problèmes, à la fois que penser du stérile inoculé versus du divers, il y a à la fois l'intérêt du divers et les limites du stérile inoculé, mais la question c'est ces débats qu'on a effectivement avec les clients ou qu'on a dans la société, où l'image qui a circulé c'est attention, fromage au lait cru c'est aussi dangereux que l'alcool pour les femmes enceintes. Alors là il y a un problème de formation initiale, c'est-à-dire qu'on a à la fois on a des générations qui continuent à être formées avec très très peu d'éducation aux sciences du vivant et de l'environnement. Alors là c'est le président de la fédération Biogé qui vous parle. C'est une fédération
certain nombre d'académies, dont celle-ci, et de sociétés scientifiques qui se bat pour introduire plus de formation au vivant dans la tête de nos gamins, plus d'heures notamment, et puis plus d'interdisciplinarité autour des objets du vivant. En réalité, on est en train de refaire des consommateurs qui n'ont aucune vision de la complexité où ils se meuvent, et qui donc vont être de nouveau la proie du premier message venu. Or, ce qu'on veut, c'est que quand arrive un message, il soit un petit peu analysé, et qu'une bonne fraction de la population sache se débarrasser de la phrase et aille à l'analyse de ce qu'elle contient, et puis retienne ou non le message. En fait, on n'a pas du tout les consommateurs qui vont avec le lait cru. Mais par contre, on continue de ne pas les faire. Oui, non, mais enfin, en moyenne. Je veux dire, on continue de faire les mêmes consommateurs qui vont être la proie du premier message venu, qui peut être, par exemple, ne manger que du fromage au lait cru. Ce qui n'est peut-être pas une bonne idée, je ne sais pas, moi, mais vous y êtes. Et donc, de grâce, ne perdez pas de vue l'enseignement comme un moyen de refaire les imaginaires collectifs et de rendre les gens réceptifs à l'évolution des connaissances, et notamment à la seconde prophétie de Pasteur. Dominique Angèle, je vais vous laisser conclure cette table ronde. Donc, à la lumière de ce travail pionnier dont vous avez été l'une des chevilles ouvrières avec Pasteur, et donc ouvrez-nous les yeux sur les prochaines étapes. Oh, alors là, c'est une charge difficile. Non, je pense que l'intérêt de cette étude Pasteur, c'est que, bon, elle a été européenne, qu'elle a été... elle n'avait pas un objectif très large, hein, elle avait des objectifs très précis qui faisaient que ça pouvait être fait avec un nombre de sujets recrutés, enfin de familles en l'occurrence, relativement limité, donc à un coût relativement limité lui aussi. Et puis quand on veut tout embraser, on étreint pas bien, hein, comme on dit. Et qui trop embrase, mal étreint. Et donc, je pense que cette démarche-là peut être un modèle pour aborder en particulier ce problème de la nutrition des personnes âgées, de la prévention nutritionnelle des maladies des personnes âgées, enfin puis pour beaucoup de choses. Je pense qu'on peut s'inspirer de ça. Il y a quand même eu sur l'ensemble de l'étude 70 publications scientifiques internationales. Ça fait quand même du lourd, et malgré ça, on a du mal à convaincre, alors que il y a tout un tas d'études mécanistiques, etc., qui vont quand même assez profond dans le système immunitaire, le microbiote, etc. Donc, bon, ça montre qu'il y a du boulot à faire. Alors, en ce qui concerne l'information, je trouve que là, les planètes s'alignent un petit peu, parce que, bon, là, on a aujourd'hui ce lancement du livre blanc, et que, ben, je pense que beaucoup, parce que vous m'en avez parlé, beaucoup d'entre vous ont pu voir le documentaire qui correspond au livre qu'on a cité, donc Vive les microbes, là, le documentaire sur Arte qui est passé la semaine dernière. Et je pense qu'on peut dire, alors certains trouveront qu'il est trop pour les bénéfices et pour les bons microbes, mais justement, on a besoin de ça, on a besoin d'éléments qui soient bien adaptés à tout public. Et moi, l'impression que j'ai, mais c'est aussi ce qui me revient, c'est que c'est plutôt réussi. Donc je pense que c'est un document très facilement accessible, qui peut être téléchargé partout et qui peut aider justement les crémiers fromagers, par exemple, une fois qu'ils ont un peu discuté, etc. C'est facile de dire allez voir Vive les microbes sur la chaîne YouTube d'Arte, par exemple. Il n'y a pas que ça, mais il se trouve qu'il sort pour le moment et que c'est en phase avec le livre blanc et que ça rejoint les mêmes préoccupations. Donc, non, ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir développer... Moi, je crois que l'idée d'un petit livret qui a été évoqué par des professionnels... alors, bien sûr, il y a ces affiches qui peuvent les guider dans les réponses aux questions, etc. Mais avoir un petit concentré sucré du livre blanc
à la disposition des professionnels, ça serait vraiment bien. Que les usagers, qui sont les clients en l'occurrence, mais pas que, parce que justement, il y a une proximité de relation entre les crémiers fromagers et leurs clients qui les rapproche plus de l'usager de l'hôpital, je dirais. Donc, les aider dans cette communication sera certainement bien. Et puis après, pour la Fondation, il faut penser à l'avenir, quoi. Et aux études qui ont été évoquées ce matin et cet après-midi. Bien, merci à tous les trois, merci pour vos éclairages. Donc je vais essayer de conclure cette journée. Bon, on l'a bien compris ce matin, le livre blanc, il ouvre des voies, il confirme des intuitions, il peut rééquilibrer la perception du rôle sanitaire des fromages, et sans pour autant, c'est ce qu'on a compris ce matin, en l'état actuel des connaissances et des recherches, permettre aux experts scientifiques de recommander aux autorités sanitaires et politiques d'alléger les recommandations actuelles, notamment sur les enfants. Si on a bien compris que c'était un peu tôt, que ça reste un combat mené, mais qu'il va falloir bien sûr travailler sur cette balance bénéfice-risque si on veut demain pouvoir infléchir cette législation. Je rappelle que lorsque ces mesures avaient été prises, c'était suite à 2 épidémies de steak successives qui avaient eu des conséquences létales, alors, à 2 ans d'intervalle. Et je pense donc maintenant que l'enjeu pour la filière, pour les technologues et les scientifiques en particulier, tous ceux qui gravitent autour de ce monde des fromages, et au lait cru en particulier, c'est de faire de cette microbiodiversité non plus un ennemi à abattre, mais un allié, non seulement pour le goût, non seulement pour la typicité, mais bien sûr aussi pour notre santé. Alors le livre blanc, il nous aide à prendre un petit peu de recul sur tout ça, et puis on a commencé à poser la question des modèles alimentaires, entre une alimentation plutôt ultra transformée, plutôt stérile, dont on voit, et là aussi il faudra que soit fait sa balance bénéfice-risque, c'est un travail qui est tout juste entamé. Donc poursuivre sur cette voie de la technicité, utiliser notre technicité, il y a une technicité incroyable dans ce monde du vivant et dans le monde des fromages en particulier. Donc utiliser toutes ces connaissances, toute cette technicité pour la mettre au service de cette biodiversité et de faire en sorte que cette histoire plus que millénaire des produits fermentés et des fromages en particulier puisse se poursuivre et qu'on referme peut-être demain cette longue parenthèse qui a consisté à les appauvrir peut-être beaucoup trop que nécessaire, qu'on referme cette parenthèse et qu'on revienne à des systèmes sanitaires qui avaient fonctionné plutôt pas mal pour le bien de l'humanité. Alors, oui, la peur du microbe, elle est très forte, on est dans des sociétés très très hygiénistes. Les médias, mon métier, ne nous servent pas. Il y a une sensibilité particulière concernant les fromages et le lait cru qui fait que dès qu'il y a le moindre incident, on en parle beaucoup, et on a du mal à lutter contre ça. Donc, bien sûr, l'espoir, c'est qu'à terme, on puisse faire changer la peur de camp et que la peur, ce soit justement d'avoir une alimentation trop pauvre et peut-être même, et on le voit avec les aliments ultra transformés, qui peuvent avoir des conséquences négatives à long terme. Alors la filière, bien sûr, elle doit continuer à travailler il y a beaucoup de pistes qui ont été évoquées ce matin, donc sur le pilotage de ces écosystèmes microbiens, pour les rendre plus sûrs, en travaillant sur les effets barrières, en travaillant sur la bioprotection. On a parlé de travailler aussi sur les bactériophages. Il y a des pistes intéressantes qui sont étudiées, et on a tous ces nouveaux outils omiques, la métagénomique, la métatranscriptomique, qui vont nous aider aussi à comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur, quel est le scénario, et peut-être demain d'avoir aussi, grâce à ces nouvelles connaissances, des stratégies contre ces microbes. Peut-être, ensuite, c'est un petit peu évoqué, peut-être aussi il faut que ces produits au lait cru s'associent peut-être avec d'autres filières alimentaires qui reposent sur la fermentation. C'est évoqué, c'est finalement le sens du projet Pimento, parce que c'est la même préoccupation, c'est les mêmes enjeux qui sont derrière. Alors bien sûr, les fromages au lait cru en particulier sont les têtes de file de ces aliments très riches, très 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 vivants, ce milliard de grammes que vous ingérez lorsque vous gustez un fromage. Donc voilà, là il y a sans doute aller chercher peut-être des financements communs pour œuvrer sur ce message.
Donc je vous invite bien sûr à regarder ce film qui est tout à fait intéressant. Hein. Il est en replay sur le film de Marie-Monique Robin qui est en replay sur Arte. Je vais aussi... donc le message que j'ai envie d'adresser à toute la profession, c'est de tenir bon. Hein, la profession, elle souffre actuellement. On voit pas mal d'ateliers qui travaillent au lait cru, qui sont en train de basculer sur d'autres systèmes, parce que la pression est trop forte, la pression nerveuse est forte, la pression économique est très très forte. Donc j'ai envie de dire, vous êtes dans le sens de l'histoire. Donc tenez bon, la science travaille, les technologues travaillent, continuons à défendre ces produits de naturalité, ces produits de la fermentation. Il va falloir, c'est encore une fois un long chemin. Il y a beaucoup d'acteurs qui gravitent, il y a beaucoup de moyens qui sont engagés autour de tout cela. Il reste encore beaucoup à faire, mais surtout ne baissez pas les bras. Merci à tous ceux qui ont œuvrent dans la Fondation depuis quelques années, et puis à ceux qui ont œuvré en particulier pour cette journée. Je ne vais pas citer tous les noms, mais ils vont se reconnaître. Ce serait trop long à tous les citer. J'aurais pu également les faire intervenir à la tribune, mais là, on a vraiment trop débordé. Et puis ensuite, je rappelle également que cette fondation, elle fonctionne qu'avec du travail bénévole et qu'avec les dons que veulent bien leur faire différents professionnels. Donc, c'est important pour nous. Hein, un livre comme ça coûte des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Donc, pour qu'on puisse continuer ce travail, la Fondation, elle ne vend pas de fromage, elle ne distribue pas de fromage. Elle est au service des professionnels qui font ces métiers-là. Donc, on a aussi besoin de sentir que la profession elle est mobilisée sur ces sujets-là. Et donc, aidez-nous en participant à des groupes de travail. On est tout à fait ouvert et voilà, c'est l'essence de cette fondation de la biodiversité, donc de la diversité en particulière. Et on est prêt à tout entendre, il n'y a aucun souci. On fait ça pour le bien collectif de cette filière. Donc aidez-nous ou en nous donnant les moyens, ou en nous aidant à avoir les moyens de le faire, ou bien en vous investissant vous-même au cas par cas sur des sujets qui vous intéressent. Là, on va refaire tout un programme. Le livre blanc était une première étape. On va faire tout un programme pour les prochains mois et prochaines années. Donc, on communiquera tout ça sur le site et sur les réseaux sociaux. Donc, on a vraiment besoin de vous également pour avancer sur ces sujets. Voilà, un immense merci d'avoir participé à ces débats, de les avoir animés. Le livre blanc, donc maintenant, va être disponible, va être téléchargeable sur nos sites, les affiches également, et vous faites bien sûr ce que vous voulez, vous en imprimez une, vous en imprimez toutes ou pas, et on va surtout également donc, travailler là bientôt dans les prochaines semaines sur ce livret qui reprendra ces affiches et qui les complétera avec des éléments du livre blanc, des éléments de médecins, des éléments de scientifiques, pour aller un petit peu plus loin et pouvoir contribuer à éclairer vos consommateurs et vos propres équipes. Merci beaucoup.